Dans la maison que nous étions venus habiter, la grande dame du fond de la cour était une duchesse, élégante et encore jeune. C'était Madame de Guermantes. Et grâce à Françoise, je possédais assez vite des renseignements sur l'hôtel. Car les Guermantes, que Françoise désignait souvent par les mots de « en dessous »,« en bas », étaient sa constante préoccupation. Depuis le matin où, jetant pendant qu'elle coiffait maman un coup d'œil défendu, irrésistible et furtif dans la cour, elle disait « Tiens, de bonnes sœurs, cela va sûrement en dessous » ou « Oh, les beaux faisans à la fenêtre de la cuisine, il n'y a pas besoin de demander d'où qu'ils deviennent, le duc aura été à la chasse » jusqu'au soir, où si elle entendait, pendant qu'elle me donnait mes affaires de nuit, un bruit de piano, un écho de chansonnette, elle induisait « Ils ont du monde en bas, c'est à la gaieté ». Dans son visage régulier, sous ses cheveux blancs maintenant, un sourire de sa jeunesse animée et décent mettait alors, pour un instant, chacun de ses traits à sa place, les accordait dans un ordre apprêté et fin, comme avant une contredanse. Mais le moment de la vie des Guermantes qui excitait le plus vivement l'intérêt de Françoise, lui donnait le plus de satisfaction et lui faisait aussi le plus de mal, c'était précisément celui où la porte cochère s'ouvrant à deux battants, la duchesse montait dans sa calèche. C'était habituellement peu de temps après que nos domestiques avaient fini de célébrer cette sorte de Pâques solennelle que nul ne doit interrompre, appelée leur déjeuner, et pendant laquelle ils étaient tellement tabous que mon père lui-même ne se fut pas permis de les sonner, sachant d'ailleurs qu'aucun ne se fut pas plus dérangé au 5e coup qu'au premier, et qu'il eût ainsi commis cette inconvenance en pure perte. Mais non pas sans dommage pour lui, car Françoise, qui depuis qu'elle était une vieille femme se faisait à tout propos ce qu'on appelle une tête de circonstance, n'eût pas manqué de lui présenter toute la journée une figure couverte de petites marques cunéiformes et rouges qui déployaient au dehors, mais d'une façon peu déchiffrable, le long mémoire de ses doléances et les raisons profondes de son mécontentement. Elle les développait d'ailleurs à la cantonade, mais sans que nous puissions bien distinguer les mots. Elle appelait cela, qu'elle croyait désespérant pour nous, mortifiant, vexant, dire toute la sainte journée des messes basses. Les derniers rites achevés, Françoise, qui était à la fois comme dans l'église primitive le célébrant et l'un des fidèles, se servait un dernier verre de vin, détachait de son cou sa serviette, la pliait en essuyant à ses lèvres un reste d'eau rougie et de café, la passait dans un rond, remerciait d'un œil dolent son jeune valet de pied, et qui, pour faire du zèle, lui disait « Voyons, madame, encore un peu de raisin, il est esquis » et allait aussitôt ouvrir la fenêtre sous le prétexte qu'il faisait trop chaud dans cette misérable cuisine. En jetant avec dextérité, dans le même temps qu'elle tournait la poignée de la croisée et prenait l'air, un coup d'œil désintéressé sur le fond de la cour, elle y dérobait furtivement la certitude que la duchesse n'était pas encore prête. Couvait un instant de ses regards dédaigneux et passionnés la voiture attelée, et, cet instant d'attention une fois donné par ses yeux aux choses de la terre, les levait au ciel, dont elle avait d'avance deviné la pureté en sentant la douceur de l'air et la chaleur du soleil. Et elle regardait, à l'angle du toit, la place où chaque printemps venait faire leur nid, juste au-dessus de la cheminée de ma chambre, des pigeons pareils à ceux qui roucoulaient dans sa cuisine, à Combray. « Ah, Combray, Combray !» s'écriait-elle. Et le ton presque chanté sur lequel elle déclamait cette invocation eût pu, chez Françoise, autant que l'arlésienne pureté de son visage, faire soupçonner une origine méridionale, et que la patrie perdue qu'elle pleurait n'était qu'une patrie d'adoption. Mais peut-être se fût-on trompé, car il semble qu'il n'y ait pas de province qui n'ait son midi, et combien ne rencontre-t-on pas de Savoyards et de Bretons chez qui l'on trouve toutes les douces transpositions de longues et de brèves qui caractérisent le méridional. Ah, Combray, quand est-ce que je te reverrai, pauvre terre? Quand est-ce que je pourrai passer toute la sainte journée sous tes aubépines et nos pauvres lilas, en écoutant les pinsons et la vivonne qui fait comme le murmure de quelqu'un qui chuchoterait, au lieu d'entendre cette misérable sonnette de notre jeune maître qui ne reste jamais une demi-heure sans me faire courir le long de ce satané couloir. Et encore, il ne trouve pas que je vais assez vite. Faudrait qu'on ait entendu avant qu'il ait sonné. Et si vous êtes d'une minute en retard, il rentre dans des colères épouvantables. Hélas, pauvre Combray, peut-être que je te reverrai que morte, quand on me jettera comme une pierre dans le trou de la tombe. Alors je ne les sentirai plus, tes belles aubépines toutes blanches. Mais dans le sommeil de la mort,
Je crois que j'entendrai encore ces 3 coups de la sonnette qui m'auront déjà damné dans ma vie. » Mais elle était interrompue par les appels du giletier de la cour, celui qui avait tant plu autrefois à ma grand-mère le jour où elle était allée voir madame de Villeparisis, et n'occupait pas un rang moins élevé dans la sympathie de Françoise. Ayant levé la tête en entendant ouvrir notre fenêtre, il cherchait déjà depuis un moment à attirer l'attention de sa voisine pour lui dire bonjour. La coquetterie de la jeune fille qu'avait été Françoise affinait alors pour M. Jupien le visage ronchonneur de notre vieille cuisinière, alourdi par l'âge, par la mauvaise humeur et par la chaleur du fourneau. Et c'est avec un mélange charmant de réserve, de familiarité et de pudeur qu'elle adressait au giletier un gracieux salut, mais sans lui répondre de la voix, car si elle enfreignait les recommandations de maman en regardant dans la cour, elle n'eût pas osé les braver jusqu'à causer par la fenêtre, ce qui avait le don, selon Françoise, de lui valoir de la part de madame tout un chapitre. Elle lui montrait la calèche attelée, en ayant l'air de dire « Des beaux chevaux, hein ?» mais tout en murmurant « Quelle vieille sabraque !» Et surtout parce qu'elle savait qu'il allait lui répondre, en mettant la main devant la bouche pour être entendu tout en parlant à mi-voix « Vous aussi, vous pourriez en avoir si vous vouliez, et même peut-être plus qu'eux, mais vous n'aimez pas tout cela. » Et Françoise, après un signe modeste, évasif et ravi dont la signification était à peu près « Chacun son genre, ici c'est à la simplicité », refermait la fenêtre de peur que maman n'arrivât. C'est vous qui eussent pu avoir plus de chevaux que les Guermantes, c'était nous. Mais Jupien avait raison de dire vous, car, sauf pour certains plaisirs d'amour-propre purement personnels, comme celui quand elle toussait sans arrêter et que toute la maison avait peur de prendre son rhume, de prétendre avec un ricanement irritant qu'elle n'était pas enrhumée, pareil à ces plantes qu'un animal auquel elles sont entièrement unies, nourri d'aliments qu'il attrape, mange, digère pour elles, et qui leur offre dans son dernier et tout assimilable résidu, Françoise vivait avec nous en symbiose. C'est nous qui, avec nos vertus, notre fortune, notre train de vie, notre situation, devions nous charger d'élaborer les petites satisfactions d'amour-propre dont était formé, en y ajoutant le droit reconnu d'exercer librement le culte du déjeuner, suivant la coutume ancienne comportant la petite gorgée d'air à la fenêtre quand il était fini, quelques flâneries dans la rue en allant faire ses emplettes et une sortie le dimanche pour aller voir sa nièce, la part de contentement indispensable à sa vie. Aussi comprend-on que Françoise avait pu dépérir, les premiers jours, en proie, dans une maison où tous les titres honorifiques de mon père n'étaient pas encore connus, à un mal qu'elle appelait elle-même l'ennui. L'ennui dans ce sens énergique qu'il a chez Corneille, ou sous la plume des soldats qui finissent par se suicider parce qu'ils s'ennuient trop après leur fiancé, leur village. L'ennui de Françoise avait été vite guéri par Jupien, précisément, car il lui procura tout de suite un plaisir aussi vif et plus raffiné que celui qu'elle aurait eu si nous nous étions décidés à avoir une voiture. Du bien beau monde, ces Jupiens, de bien braves gens, et il le porte sur la figure. Jupien sut en effet comprendre et enseigner à tous que si nous n'avions pas d'équipage, c'est que nous ne voulions pas. Cet ami de Françoise vivait peu chez lui, ayant obtenu une place d'employé dans un ministère. Giletier d'abord, avec la gamine que ma grand-mère avait prise pour sa fille, il avait perdu tout avantage à en exercer le métier, quand la petite, qui presque encore enfant savait déjà très bien recoudre une jupe, quand ma grand-mère était allée autrefois faire une visite à madame de Villeparisis, s'était tournée vers la couture pour dames, et était devenue jupière. D'abord petite main chez une couturière, employée à faire un point, à recoudre un volant, à attacher un bouton ou une pression, à ajuster un tour de taille avec des agrafes, elle avait vite passé deuxième, puis première, et c'est en fait une clientèle de dames du meilleur monde. Elle travaillait chez elle, c'est-à-dire dans notre cour, le plus souvent avec une ou deux de ses petites camarades qu'elle employait comme apprenties. Dès lors, la présence de Jupien avait été moins utile. Sans doute la petite, devenue grande, avait encore souvent à faire des gilets, mais aidée de ses amis, elle n'avait besoin de personne. Aussi Jupien, son oncle, avait-il sollicité un emploi. Il fut libre d'abord de rentrer à midi, puis ayant remplacé définitivement celui qu'il secondait seulement, pas avant l'heure du dîner.
Sa titularisation ne se produisit heureusement que quelques semaines après notre emménagement, de sorte que la gentillesse de Jupien put s'exercer assez longtemps pour aider Françoise à franchir sans trop de souffrance les premiers temps difficiles. D'ailleurs, sans méconnaître l'utilité qu'il eut ainsi pour Françoise à titre de médicament de transition, je dois reconnaître que Jupien ne m'avait pas plu beaucoup au premier abord. À quelques pas de distance, détruisant entièrement l'effet qu'eussent produit sans cela ses grosses joues et son teint fleuri, ses yeux, débordés par un regard compatissant, désolé et rêveur, faisaient penser qu'il était très malade ou venait d'être frappé d'un grand deuil. Non seulement il n'en était rien, mais dès qu'il parlait, parfaitement bien d'ailleurs, il était plutôt froid et railleur. Il résultait de ce désaccord entre son regard et sa parole quelque chose de faux, qui n'était pas sympathique, et par quoi il avait l'air lui-même de se sentir aussi gêné qu'un invité en veston dans une soirée où tout le monde est en habit, ou quelqu'un qui, ayant répondre à une altesse, ne sait pas au juste comment il faut lui parler et tourne la difficulté en réduisant ses phrases à presque rien. Celle de Jupien, car c'est pure comparaison, était au contraire charmante. Correspondant peut-être à cette inondation du visage par les yeux, à laquelle on ne faisait plus attention quand on le connaissait, je discernais vite, en effet, chez lui, une intelligence rare et l'une des plus naturellement littéraires qu'il m'ait été donné de connaître. En ce sens que, sans culture probablement, il possédait ou s'était assimilé, rien qu'à l'aide de quelques livres hâtivement parcourus, les tours les plus ingénieux de la langue. Les gens les plus doués que j'avais connus étaient morts très jeunes. Aussi étais-je persuadé que la vie de Jupien finirait vite. Il avait de la bonté, de la pitié, les sentiments les plus délicats, les plus généreux. Son rôle dans la vie de Françoise avait vite cessé d'être indispensable. Elle avait appris à le doubler. Même quand un fournisseur ou un domestique venait nous apporter quelques paquets, tout en ayant l'air de ne pas s'occuper de lui et en lui désignant seulement d'un air détaché une chaise pendant qu'elle continuait son ouvrage, Françoise mettait si habilement à profit les quelques instants qu'il passait dans la cuisine, en attendant la réponse de maman, qu'il était bien rare qu'il repartît sans avoir indestructiblement gravé en lui la certitude que, si nous n'en avions pas, c'est que nous ne voulions pas. Si elle tenait tant, d'ailleurs, à ce que l'on sût que nous avions d'argent, car elle ignorait l'usage de ce que Saint-Loup appelait les articles partitifs et disait « avoir d'argent, à portée d'eau », à ce qu'on nous sût riches, ce n'est pas que la richesse sans plus, la richesse sans la vertu, fût aux yeux de Françoise le bien suprême, mais la vertu sans la richesse n'était pas non plus son idéal. La richesse était pour elle comme une condition nécessaire de la vertu, à défaut de laquelle la vertu serait sans mérite et sans charme. Elle les séparait si peu qu'elle avait fini par prêter à chacune les qualités de l'autre, à exiger quelque confortable dans la vertu, à reconnaître quelque chose d'édifiant dans la richesse. Une fois la fenêtre refermée, assez rapidement, sans cela, maman lui eut, paraît-il, raconté toutes les injures imaginables, Françoise commençait, en soupirant, à ranger la table de la cuisine. « Il y a des guermantes qui restent rue de la Chaise, disait le valet de chambre. J'avais un ami qui y avait travaillé. Il était second cocher chez eux. Et je connais quelqu'un, pas mon copain alors, mais son beau-frère, qui avait fait son temps au régiment avec un piqueur du baron de Guermantes. Et après tout, allez-y donc, c'est pas mon père, ajoutait le valet de chambre qui avait l'habitude, comme il fredonnait les refrains de l'année, de parsemer ses discours des plaisanteries nouvelles. Françoise, avec la fatigue de ses yeux de femme déjà âgée, qui d'ailleurs voyait tout de Combray dans un vague lointain, distingua non la plaisanterie qui était dans ces mots, mais qu'il devait y en avoir une, car il n'était pas en rapport avec la suite du propos, et avait été lancé avec force par quelqu'un qu'elle savait farceur. Aussi sourit-elle, d'un air bienveillant et ébloui, et comme si elle disait « toujours le même, ce Victor ». Elle était du reste heureuse, car elle savait qu'entendre des traits de ce genre se rattache de loin à ces plaisirs honnêtes de la société pour lesquels, dans tous les mondes, on se dépêche de faire toilette, on risque de prendre froid. Enfin, elle croyait que le valet de chambre était un ami pour elle, car il ne cessait de lui dénoncer avec indignation les mesures terribles que la République allait prendre contre le clergé. Françoise n'avait pas encore compris que les plus cruels de nos adversaires ne sont pas ceux qui nous contredisent et essayent de nous persuader, mais ceux qui grossissent
ou inventent les nouvelles qui peuvent nous désoler, en se gardant bien de leur donner une apparence de justification qui diminuerait notre peine et nous donnerait peut-être une légère estime pour un parti qu'ils tiennent à nous montrer, pour notre plus complet supplice, à la fois atroce et triomphant. La duchesse doit être alliancée avec tout ça, dit Françoise en reprenant la conversation aux guermantes de la rue de la Chaise, comme on recommence un morceau à l'andante. Je ne sais plus qui m'a dit qu'Anne-Sola avait marié une cousine au duc. Bon, en tout cas, c'est de la même parenthèse. C'est une grande famille que les Guermantes, ajoutait-elle avec respect, fondant la grandeur de cette famille à la fois sur le nombre de ses membres et l'éclair de son illustration, comme Pascal la vérité de la religion sur la raison et l'autorité des Écritures. Car n'ayant que ce seul mot de grand pour les deux choses, il lui semblait qu'elle n'en formait qu'une seule. Son vocabulaire, comme certaines pierres, présentant ainsi par endroits un défaut, et qui projetait de l'obscurité jusque dans la pensée de Françoise. « Je me demande si ce ne serait pas eux qui ont leur château à Guermantes, à 10 lieues de Combray. Alors ça doit être parent aussi à leur cousine d'Alger. » Nous nous demandâmes longtemps, ma mère et moi, qui pouvait être cette cousine d'Alger, mais nous comprîmes enfin que Françoise entendait par le nom d'Alger la ville d'Angers. Ce qui est lointain peut nous être plus connu que ce qui est proche. Françoise, qui savait le nom d'Alger à cause d'affreuses dates que nous recevions au jour de l'an, ignorait celui d'Angers. Son langage, comme la langue française elle-même, et surtout la toponymie, était parsemé d'erreurs. Alors, je voulais en causer à leur maître d'hôtel. « Oh, comment donc on lui dit ?» s'interrompit-elle comme se posant une question de protocole. Elle se répondit à elle-même. « Ah oui, c'est Antoine qu'on lui dit. » Comme si Antoine avait été un titre. C'est lui qu'aurait pu m'en dire, mais c'est un vrai seigneur, un grand pédant. On dirait qu'on lui a coupé la langue, ou qu'il a oublié d'apprendre à parler. Il ne vous fait même pas réponse quand on lui cause, ajoutait Françoise qui disait faire réponse comme Madame de Sévigné. Mais, ajouta-t-elle sans sincérité, du moment que je sais ce qui cuit dans ma marmite, je ne m'occupe pas de celle des autres. En tout cas, tout ça n'est pas catholique. Et puis c'est pas un homme courageux. Cette appréciation aurait pu faire croire que Françoise avait changé d'avis sur la bravoure, qui, selon elle, à Combray ravalait les hommes aux animaux féroces. Mais il n'en était rien. Courageux signifiait seulement travailleur. On dit aussi qu'il est voleur comme une pie. Ben, il ne faut pas toujours croire les cancans. Ici, tous les employés partent, rapport à la loge. Les concierges sont jaloux et ils montent la tête à la duchesse. Mais on peut bien dire que c'est un vrai feignant que cet Antoine. Et son Antoinesse ne vaut pas mieux que lui, ajoutait Françoise qui, pour trouver au nom d'Antoine un féminin qui désignait la femme du maître d'hôtel, avait sans doute, dans sa création grammaticale, un inconscient ressouvenir de chanoine et chanoinesse. Elle ne parlait pas mal en cela. Il existe encore, près de Notre-Dame, une rue appelée rue Chanoinesse, nom qui lui avait été donné, parce qu'elle n'était habitée que par des chanoines, par ces Français de jadis dont Françoise était en réalité la contemporaine. On avait d'ailleurs, immédiatement après, un nouvel exemple de cette manière de former les féminins, car Françoise ajoutait « Mais sûr et certain que c'est à la duchesse qu'est le château de Guermantes. Et c'est elle dans le pays qu'est madame la mairesse. C'est quelque chose. » « Ah, je comprends que c'est quelque chose, disait avec conviction le valet de pied, n'ayant pas démêlé l'ironie. Penses-tu, mon garçon, que c'est quelque chose? Mais pour des gens comme eux, être mère et mairesse, c'est 3 fois rien. Ah, si c'était à moi le château de Guermantes, on ne me verrait pas souvent à Paris. Faut-il tout de même que des maîtres, des personnes qui ont de quoi, comme monsieur et madame, en aient des idées pour rester dans cette misérable ville, plutôt que non pas aller à Combray, dès l'instant qu'ils sont libres de le faire et que personne ne les retient. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre leur retraite, puisqu'ils manquent de rien? D'être morts? Non, mais si seulement j'avais du pain sec à manger, et du bois pour me chauffer l'hiver, il y a beau temps que je serais chez moi, dans la pauvre maison de mon frère à Combray. Ah, là-bas on se sent vivre au moins. On n'a pas toutes ces maisons devant soi. Et il y a si peu de bruit que la nuit, on entend les grenouilles chanter à plus de 2 lieues. Oh, ça doit être vraiment beau, madame, s'écriait le jeune valet de pied avec enthousiasme, comme si ce dernier trait avait été aussi particulier à Combray que la vie en gondole à Venise. D'ailleurs, plus récent dans la maison que le valet de chambre, il parlait à Françoise des sujets qui pouvaient intéresser non lui-même, mais elle. Et Françoise, qui faisait la grimace quand on la traitait de cuisinière, avait pour le valet de pied qui disait en parlant d'elle « la gouvernante », la bienveillance spéciale qu'éprouvent certains princes de second ordre envers les jeunes gens bien intentionnés qui leur donnent de l'altesse.
Au moins, on sait ce qu'on fait et dans quelle saison qu'on vit. C'est pas comme ici, qu'il n'y aura pas plus un méchant bouton d'or à la Sainte-Pâque qu'à la Noël, et que je distingue pas seulement un petit angélus quand je lève ma vieille carcasse. Là-bas, on entend chaque heure. Ce n'est qu'une pauvre cloche, mais tu te dis, voilà mon frère qui rentre des champs. Tu vois le jour qui baisse. On sonne pour les biens de la terre. Tu as le temps de te retourner avant d'allumer ta lampe. Bah, ici, il fait jour, il fait nuit. On va se coucher, qu'on ne pourrait seulement pas plus dire que les bêtes ce qu'on a fait. Et il paraît que mes églises aussi, c'est bien joli, madame, interrompit le jeune valet de pied, au gré de qui la conversation prenait un tour un peu abstrait, et qui se souvenait par hasard de nous avoir entendu parler à table de mes églises. Ah, mes églises, disait Françoise avec le large sourire qu'on amenait toujours sur ses lèvres quand on prononçait ces noms de mes églises, de Combray, de Tansonville. Il faisait tellement partie de sa propre existence qu'elle éprouvait à les rencontrer au dehors, à les entendre dans une conversation, une gaieté assez voisine de celle qu'un professeur excite dans sa classe en faisant allusion à tel personnage contemporain dont ses élèves n'auraient pas cru que le nom pût jamais tomber du haut de la chair. Son plaisir venait aussi de sentir que ce pays-là était pour elle quelque chose qui n'était pas pour les autres, de vieux camarades avec qui on avait fait bien des parties. Et elle leur souriait, comme si elle leur trouvait de l'esprit, parce qu'elle retrouvait en eux beaucoup d'elle-même. Oh oui, ah, tu peux le dire, mon fils, c'est assez joli, mes églises, reprenait-elle en riant finement. Mais comment que t'en as entendu causer, toi, de mes églises? Comment que j'en ai entendu causer de mes églises? Ben, c'est bien connu. On m'en a causé, et même souvent de fois causé, répondait-il avec cette criminelle inexactitude des informateurs, qui, chaque fois que nous cherchons à nous rendre compte objectivement de l'importance que peut avoir pour les autres une chose qui nous concerne, nous mettent dans l'impossibilité d'y réussir. Ah, je vous réponds qu'il fait meilleur là sous les cerisiers près du fourneau. Elle leur parlait même de Laly comme d'une bonne personne. Car depuis que Laly était morte, Françoise avait complètement oublié qu'elle l'avait peu aimée durant sa vie, comme elle aimait peu toute personne qui n'avait rien à manger chez soi, qui crevait la faim, et venait ensuite, comme une propre à rien, grâce à la bonté des riches, faire des manières. Elle ne souffrait plus de ce que Laly eût si bien su se faire chaque semaine donner la pièce par ma tante. Quant à celle-ci, Françoise ne cessait de chanter ses louanges. « Mais ça incomberait même chez une cousine de madame que vous étiez alors ?» demandait le jeune valet de pied. « Oui, chez madame Octave. » Oh, une bien sainte femme, mes pauvres enfants. Et où il y avait toujours de quoi. Et du beau et du bon. Hein. Une bonne femme, vous pouvez dire. Qui ne plaignait pas les perdreaux, ni les faisans, ni rien, que vous pouviez arriver à dîner à 5, à 6. Ce n'était pas la viande qui manquait, et de première qualité encore. Et vin blanc, et vin rouge, tout ce qu'il fallait. Françoise employait le verbe plaindre dans le même sens que fait la bruyère. Tout était toujours à ses dépens, même si la famille, elle restait des mois et des années. Cette réflexion n'avait rien de désobligeant pour nous, car Françoise était d'un temps où dépens n'était pas réservé au style judiciaire et signifiait seulement dépense. Oh, je vous réponds qu'on ne partait pas de là avec la faim. Comme monsieur le curé nous l'a eu faire sortir bien des fois, s'il y a une femme qui peut compter d'aller près du bon Dieu, sûr et certain que c'est elle. Pauvre madame, je l'entends encore, qui me disait de sa petite voix. Françoise, vous savez, moi je ne mange pas, mais je veux que ça soit aussi bon que pour tout le monde que si je mangeais. Bien sûr que c'était pas pour elle. Vous l'auriez vu, elle ne pesait pas plus qu'un paquet de cerises. Il n'y en avait pas. Elle ne voulait pas me croire, elle voulait jamais aller au médecin. Ah, c'est pas là-bas qu'on n'aurait rien mangé à la va-vite. Elle voulait que ses domestiques soient bien nourris. Ici, encore ce matin, nous n'avons pas seulement eu le temps de casser la croûte. Tout se fait à la sauvette. Elle était surtout exaspérée par les biscottes de pain grillé que mangeait mon père. Elle était persuadée qu'il en usait pour faire des manières et la faire valser. Je peux dire, approuvait le jeune valet de pied, que j'ai jamais vu ça. Il le disait comme s'il avait tout vu. Et si en lui les enseignements d'une expérience millénaire s'étendaient à tous les pays et à leurs usages, parmi lesquels ne figurait nulle part celui du pain grillé. Oui, grommelait le maître d'hôtel, mais tout cela pourrait bien changer. Les ouvriers doivent faire une grève au Canada, et le ministre a dit l'autre soir à monsieur qu'il a touché pour ça 200 000 francs. Le maître d'hôtel était loin de l'en blâmer, non qu'il ne fût lui-même parfaitement honnête.
Mais croyant tous les hommes politiques véreux, le crime de concussion lui paraissait moins grave que le plus léger délit de vol. Il ne se demandait même pas s'il avait bien entendu cette parole historique. Et il n'était pas frappé de l'invraisemblance qu'elle eût été dite par le coupable lui-même à mon père, sans que celui-ci l'eût mis dehors. Mais la philosophie de Combray empêchait que Françoise pût espérer que les grèves du Canada eussent une répercussion sur l'usage des biscottes. « Tant que le monde sera monde, voyez-vous, disait-elle, il y aura des maîtres pour nous faire trotter et des domestiques pour faire leurs caprices. » En dépit de la théorie de cette trotte perpétuelle, depuis un quart d'heure, ma mère, qui n'usait probablement pas des mêmes mesures que Françoise pour apprécier la longueur du déjeuner de celle-ci, disait « Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Voilà plus de 2 heures qu'ils sont à table. » Et elle sonnait timidement 3 ou 4 fois. Françoise, son valet de pied, le maître d'hôtel, entendait les coups de sonnette non comme un appel et sans songer à venir, mais pourtant comme les premiers sons des instruments qui s'accordent quand un concert va bientôt recommencer et qu'on sent qu'il n'y aura plus que quelques minutes d'entracte. Aussi, quand les coups commençaient à se répéter et à devenir plus insistants, nos domestiques se mettaient à y prendre garde, et estimant qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps devant eux et que la reprise du travail était proche, à un tintement de la sonnette un peu plus sonore que les autres, ils poussaient un grand soupir et, prenant leur parti, le valet de pied descendait fumer une cigarette devant la porte. Françoise, après quelques réflexions sur nous, telles que « ils ont sûrement la bougeotte », montait ranger ses affaires dans son 6e, et le maître d'hôtel, ayant été chercher du papier à lettres dans ma chambre, expédiait rapidement sa correspondance privée. Malgré l'air de morgue de leur maître d'hôtel, Françoise avait pu, dès les premiers jours, m'apprendre que les Guermantes n'habitaient pas leur hôtel en vertu d'un droit immémorial, mais d'une location assez récente, et que le jardin sur lequel ils donnaient du côté que je ne connaissais pas était assez petit et semblable à tous les jardins contigus. Et je sus, enfin, qu'on n'y voyait ni gibet seigneurial, ni moulin fortifié, ni sauvoir, ni colombier à piliers, ni four banal, ni grand chanef, ni châtelet, ni pont fixe ou levis, voire volant, non plus que péage, ni aiguille, charte, murale ou montjoie. Mais, comme Elstir, quand la baie de Balbec, ayant perdu son mystère, étant devenue pour moi une partie quelconque interchangeable avec toute autre des quantités d'eau salée qu'il y a sur le globe, lui avait tout d'un coup rendu une individualité en me disant que c'était le golfe d'opale de Whistler dans ses harmonies bleu-argent. Ainsi le nom de Guermantes avait vu mourir sous les coups de Françoise la dernière demeure issue de lui, quand un vieil ami de mon père nous dit un jour en parlant de la duchesse « Elle a la plus grande situation dans le faubourg Saint-Germain. Elle a la première maison du faubourg Saint-Germain. » Sans doute le premier salon, la première maison du faubourg Saint-Germain, c'était bien peu de choses auprès des autres demeures que j'avais successivement rêvées. Mais enfin, celle-ci encore, et ce devait être la dernière, avait quelque chose, si humble se fût-il, qui était, au-delà de sa propre matière, une différenciation secrète. Et cela m'était d'autant plus nécessaire de pouvoir chercher dans le salon de Madame de Guermantes, dans ses amis, le mystère de son nom, que je ne le trouvais pas dans sa personne quand je la voyais sortir le matin à pied ou l'après-midi en voiture. Certes, déjà dans l'église de Combray, elle m'était apparue dans l'éclair d'une métamorphose avec des joues irréductibles, impénétrables à la couleur du nom de Guermantes, et des après-midi, au bord de la Vivonne, à la place de mon rêve foudroyé, comme un cygne ou un saule en lequel a été changé un dieu ou une nymphe, et qui désormais, soumis aux lois de la nature, glissera dans l'eau ou sera agité par le vent. Pourtant, ces reflets évanouis, à peine les avais-je quittés, qu'ils s'étaient reformés, comme les reflets roses et verts du soleil couché, derrière la rame qui les a brisés. Et dans la solitude de ma pensée, le nom avait eu vite fait de s'approprier le souvenir du visage. Mais maintenant, souvent, je la voyais à sa fenêtre dans la cour, dans la rue. Et moi, du moins, si je ne parvenais pas à intégrer en elle le nom de Guermantes, à penser qu'elle était Madame de Guermantes, j'en accusais l'impuissance de mon esprit à aller jusqu'au bout de l'acte que je lui demandais. Mais elle, notre voisine, elle semblait commettre la même erreur. Bien plus, la commettre sans trouble, sans aucun de mes scrupules, sans même le soupçon que ce fût une erreur. Ainsi, Madame de Guermantes montrait dans ses robes le même souci de suivre la mode
que si, se croyant devenue une femme comme les autres, elle avait aspiré à cette élégance de la toilette dans laquelle des femmes quelconques pouvaient l'égaler, la surpasser peut-être. Je l'avais vue dans la rue regarder avec admiration une actrice bien habillée. Et le matin, au moment où elle allait sortir à pied, comme si l'opinion des passants, dont elle faisait ressortir la vulgarité en promenant familièrement au milieu d'eux sa vie inaccessible, pouvait être un tribunal pour elle, je pouvais l'apercevoir devant sa glace, jouant avec une conviction exempte de dédoublement et d'ironie, avec passion, avec mauvaise humeur, avec amour-propre, comme une reine qui a accepté de représenter une soubrette dans une comédie de cour, ce rôle si inférieur à elle de femme élégante. Et dans l'oubli mythologique de sa grandeur native, elle regardait si sa voilette était bien tirée, aplatissait ses manches, ajustait son manteau. Comme le cygne divin fait tous les mouvements de son espèce animale, garde ses yeux peints des deux côtés de son bec sans y mettre de regard et se jette tout d'un coup sur un bouton ou un parapluie, en cygne, sans se souvenir qu'il est un dieu. Mais comme le voyageur, déçu par le premier aspect d'une ville, se dit qu'il en pénétrera peut-être le charme en visitant les musées, en liant connaissance avec le peuple, en travaillant dans les bibliothèques, je me disais que si j'avais été reçue chez Madame de Guermantes, si j'étais de ses amis, si je pénétrais dans son existence, je connaîtrais ce que sous son enveloppe orangée et brillante, son nom enfermait réellement, objectivement pour les autres. Puisqu'enfin l'ami de mon père avait dit que le milieu des Guermantes était quelque chose d'à part dans le faubourg Saint-Germain. La vie que je supposais y être menée dérivait d'une source si différente de l'expérience et me semblait devoir être si particulière que je n'aurais pu imaginer, aux soirées de la Duchesse, la présence de personnes que j'eusse autrefois fréquentées, de personnes réelles. Car ne pouvant changer subitement de nature, elles auraient tenu là des propos analogues à ceux que je connaissais. Leurs partenaires se seraient peut-être abaissés à leur répondre dans le même langage humain. Et pendant une soirée, dans le premier salon du faubourg Saint-Germain, il y aurait eu des instants identiques à des instants que j'avais déjà vécus, ce qui était impossible. Il est vrai que mon esprit était embarrassé par certaines difficultés, et la présence du corps de Jésus-Christ dans l'hostie ne me semblait pas un mystère plus obscur que ce premier salon du faubourg, situé sur la rive droite, et dont je pouvais, de ma chambre, entendre battre les meubles le matin. Mais la ligne de démarcation qui me séparait du faubourg Saint-Germain, pour être seulement idéale, ne me semblait que plus réelle. Je sentais bien que c'était déjà le faubourg, le paillasson des Guermantes, étendu de l'autre côté de cet équateur, et dont ma mère avait osé dire, l'ayant aperçu comme moi un jour, que leur porte était ouverte, qu'il était en bien mauvais état. Au reste, comment leur salle à manger, leur galerie obscure aux meubles de peluche rouge, que je pouvais apercevoir quelquefois par la fenêtre de notre cuisine, ne m'aurait-il pas semblé posséder le charme mystérieux du faubourg Saint-Germain, en faire partie d'une façon essentielle, y être géographiquement situé, puisque avoir été reçu dans cette salle à manger, c'était être allé dans le faubourg Saint-Germain, en avoir respiré l'atmosphère, puisque ceux qui, avant d'aller à table, s'asseyaient à côté de Madame de Guermantes sur le canapé de cuir de la galerie, étaient tous du faubourg Saint-Germain. Sans doute, ailleurs que dans le faubourg, dans certaines soirées, on pouvait voir parfois, trônant majestueusement au milieu du peuple vulgaire des élégants, l'un de ces hommes qui ne sont que des noms et qui prennent tour à tour, quand on cherche à se les représenter, l'aspect d'un tournoi ou d'une forêt domaniale. Mais ici, dans le premier salon du faubourg Saint-Germain, dans la galerie obscure, il n'y avait qu'eux. Ils étaient, en une matière précieuse, les colonnes qui soutenaient le temple. Même pour les réunions familières, ce n'était que parmi eux que Madame de Guermantes pouvait choisir ses convives. Et dans les dîners de 12 personnes, assemblés autour de la nappe servie, ils étaient comme les statues d'or des apôtres de la Sainte-Chapelle, piliers symboliques et consécrateurs devant la Sainte Table. Quant au petit bout de jardin qui s'étendait entre deux hautes murailles derrière l'hôtel, et où l'été, Madame de Guermantes faisait après dîner servir des liqueurs et des orangeades, comment n'aurais-je pas pensé que s'asseoir entre 9 et 11 heures du soir sur ces chaises de fer, douées d'un aussi grand pouvoir que le canapé de cuir, sans respirer les brises particulières au faubourg Saint-Germain, était aussi impossible que de faire la sieste dans l'oasis de Figuig, sans être par cela même en Afrique. Il n'y a que l'imagination et la croyance qui peuvent différencier des autres certains objets, certains êtres,
et créer une atmosphère. Hélas, ces sites pittoresques, ces accidents naturels, ces curiosités locales, ces ouvrages d'art du faubourg Saint-Germain, il ne me serait sans doute jamais donné de poser mes pas parmi eux. Et je me contentais de tressaillir en apercevant de la haute mer, et sans espoir d'y jamais aborder, comme un minaret avancé, comme un premier palmier, comme le commencement de l'industrie ou de la végétation exotique, le paillasson usé du rivage. Mais si l'hôtel de Guermantes commençait pour moi à la porte de son vestibule, ses dépendances devaient s'étendre beaucoup plus loin au jugement du duc, qui, tenant tous les locataires pour fermiers, manants, acquéreurs de biens nationaux dont l'opinion ne compte pas, se faisait la barbe le matin en chemise de nuit à sa fenêtre, descendait dans la cour, selon qu'il avait plus ou moins chaud, en bras de chemise, en pyjama, en veston écossais de couleur rare, à long poil, en petit paletot clair, plus court que son veston, et faisait trotter en main, devant lui, par un de ses piqueurs, quelques nouveaux cheval qu'il avait achetés. Plus d'une fois même le cheval abîma la devanture de Jupien, lequel indigna le duc en demandant une indemnité. Ah, quand ce ne serait qu'en considération de tout le bien que madame la duchesse fait dans la maison et dans la paroisse, disait M. de Guermantes, c'est une infamie de la part de ce quidam de nous réclamer quelque chose. Mais Jupien avait tenu bon, paraissant ne pas du tout savoir quel bien avait jamais fait la duchesse. Pourtant, elle en faisait. Mais comme on ne peut l'étendre sur tout le monde, le souvenir d'avoir comblé l'un est une raison pour s'abstenir à l'égard d'un autre, chez qui on excite d'autant plus de mécontentement. À d'autres points de vue d'ailleurs que celui de la bienfaisance, le quartier ne paraissait au duc, et cela jusqu'à de grandes distances, qu'un prolongement de sa cour, une piste plus étendue pour ses chevaux. Après avoir vu comment un nouveau cheval trottait seul, il le faisait atteler, traverser toutes les rues avoisinantes, le piqueur courant le long de la voiture en tenant les guides, le faisait passer et repasser devant le duc arrêté sur le trottoir, debout, géant, énorme, habillé de clair, le cigare à la bouche, la tête en l'air, le monocle curieux, jusqu'au moment où il sautait sur le siège, menait le cheval lui-même pour l'essayer, et partait, avec le nouvel attelage, retrouver sa maîtresse aux Champs-Élysées. M. de Guermantes disait bonjour dans la cour à deux couples qui tenaient plus ou moins à son monde. Un ménage de cousins à lui, qui, comme les ménages d'ouvriers, n'était jamais à la maison pour soigner les enfants, car dès le matin, la femme partait à la scola apprendre le contrepoint et la fugue, et le mari à son atelier faire de la sculpture sur bois et des cuirs repoussés. Puis le baron et la baronne de Norpois, habillés toujours en noir, la femme en loueuse de chaise et le mari en croque-mort, qui sortaient plusieurs fois par jour pour aller à l'église. Ils étaient les neveux de l'ancien ambassadeur que nous connaissions, et que justement mon père avait rencontré sous la voûte de l'escalier, mais sans comprendre d'où il venait, car mon père pensait qu'un personnage aussi considérable, qui s'était trouvé en relation avec les hommes les plus éminents de l'Europe, et était probablement fort indifférent à de vaines distinctions aristocratiques, ne devait guère fréquenter ces nobles obscurs, cléricaux et bornés. Ils habitaient depuis peu dans la maison. Jupien, étant venu dire un mot dans la cour au mari qui était en train de saluer M. de Guermantes, l'appela M. Norpois, ne sachant pas exactement son nom. « Ah, Monsieur Norpois, ah, c'est vraiment trouvé. Patience, bientôt ce particulier vous appellera citoyen Norpois, s'écria en se tournant vers le baron M. de Guermantes. Il pouvait enfin exhaler sa mauvaise humeur contre Jupien qui lui disait monsieur et non monsieur le duc. Un jour que M. de Guermantes avait besoin d'un renseignement qui se rattachait à la profession de mon père, il s'était présenté lui-même avec beaucoup de grâce. Depuis, il avait souvent quelques services de voisins à lui demander, et dès qu'il l'apercevait en train de descendre l'escalier, tout en songeant à quelque travail et désireux d'éviter toute rencontre, le duc quittait ses hommes d'écurie, venait à mon père dans la cour, lui arrangeait le col de son pardessus, avec la serviabilité héritée des anciens valets de la chambre du roi, lui prenait la main, et la retenant dans la sienne, la lui caressant même pour lui prouver avec une impudeur de courtisane qu'il ne lui marchandait pas le contact de sa chair précieuse, il le menait en laisse, fort ennuyé et ne pensant qu'à s'échapper, jusqu'au-delà de la porte cochère. Il nous avait fait de grands saluts un jour qu'il nous avait croisés au moment où il sortait en voiture avec sa femme. Il avait dû lui dire mon nom, mais quelle chance y avait-il pour qu'elle se le fût rappelé, ni mon visage.
Et puis, quelle piètre recommandation que d'être désigné seulement comme étant un de ses locataires. Une plus importante eût été de rencontrer la duchesse chez madame de Villeparisis, qui justement m'avait fait demander par ma grand-mère d'aller la voir. Et sachant que j'avais eu l'intention de faire de la littérature, avait ajouté que je rencontrerais chez elle des écrivains. Mais mon père trouvait que j'étais encore bien jeune pour aller dans le monde, et comme l'état de ma santé ne laissait pas de l'inquiéter, il ne tenait pas à me fournir des occasions inutiles de sortie nouvelle. Comme un des valets de pied de madame de Guermantes causait beaucoup avec Françoise, j'entendis nommer quelques-uns des salons où elle allait. Mais je ne me les représentais pas. Du moment qu'ils étaient une partie de sa vie que je ne voyais qu'à travers son nom, n'était-il pas inconcevable? Il y a ce soir une grande soirée d'ombre chinoise chez la princesse de Parme, disait le valet de pied. Mais nous n'irons pas. Parce que, à 5 heures, madame prend le train de Chantilly pour aller passer 2 jours chez le duc d'Aumale. Mais c'est la femme de chambre et le valet de chambre qui y vont. Moi, je reste ici. Elle ne sera pas contente, la princesse de Parme. Elle a écrit plus de 4 fois à madame la duchesse. Alors, vous n'êtes plus pour aller au château de Guermantes cette année? Oh, c'est la première fois que nous n'y serons pas. À cause des rhumatismes, monsieur le duc. Le docteur a défendu qu'on y retourne avant qu'il y ait un calorifère. Mais avant ça, tous les ans, on y était. Pour jusqu'en janvier. Si le calorifère n'est pas prêt, peut-être madame ira quelques jours à Cannes, chez la duchesse de Guise, mais ce n'est pas encore sûr. Et au théâtre, est-ce que vous y allez? Nous allons quelquefois à l'opéra, quelquefois aux soirées d'abonnement de la princesse de Parme. C'est tous les 8 jours. Il paraît que c'est très chic ce qu'on voit. Il y a pièces, opéra, tout. Madame la duchesse n'a pas voulu prendre d'abonnement, mais nous y allons tout de même. Une fois dans la loge d'une amie à madame, une autre fois dans une autre, souvent dans la baignoire de la princesse de Guermantes, la femme du cousin, monsieur le duc. C'est la sœur au duc de Bavière. Oh, et alors vous remontez comme ça chez vous, disait le valet de pied qui, bien qu'identifié aux Guermantes, avait cependant des maîtres, en général, une notion politique qui lui permettait de traiter Françoise avec autant de respect que si elle avait été placée chez une duchesse. « Oh, vous êtes d'une bonne santé, madame. »« Oh, ces maudites jambes. En pleine encore, ça va bien. » En pleine voulait dire dans la cour, dans les rues où Françoise ne détestait pas de se promener, en un mot en terrain plat. Mais ce sont ces satanés escaliers. Au revoir, monsieur. On vous verra peut-être encore ce soir. Elle désirait d'autant plus causer encore avec le valet de pied qu'il lui avait appris que les fils des ducs portent souvent un titre de prince qu'ils gardent jusqu'à la mort de leur père. Sans doute le culte de la noblesse, mêlé et s'accommodant d'un certain esprit de révolte contre elle, doit héréditairement puiser sur les glaives de France, être bien fort en son peuple. Car Françoise, à qui on pouvait parler du génie de Napoléon ou de la télégraphie sans fil sans réussir à attirer son attention et sans qu'elle ralentît un instant les mouvements par lesquels elle retirait les cendres de la cheminée ou mettait le couvert, si seulement elle apprenait ces particularités, que le fils cadet du duc de Guermantes s'appelait généralement le prince d'Oléron, s'écriait « Oh, c'est beau ça !» et restait éblouie comme devant un vitrail. Françoise apprit aussi par le valet de chambre du prince d'Agrigente, qui s'était lié avec elle en venant souvent porter des lettres chez la duchesse, qu'il avait en effet fort entendu parler dans le monde du mariage du marquis de Saint-Loup avec mademoiselle d'Ambressac, et que c'était presque décidé. Cette villa, cette baignoire où madame de Guermantes transvasait sa vie, ne me semblaient pas des lieux moins féeriques que ses appartements. Les noms de Guise, de Parme, de Guermantes-Bavière, différenciaient de tous les autres les villégiatures où se rendait la duchesse, les fêtes quotidiennes que le sillage de sa voiture reliait à son hôtel. S'il me disait qu'en ces villégiatures, en ces fêtes, consistait successivement la vie de madame de Guermantes, il ne m'apportait sur elle aucun éclaircissement. Elle donnait chacune à la vie de la duchesse une détermination différente, mais ne faisait que la changer de mystère, sans qu'elle laissât rien évaporer du sien, qui se déplaçait seulement, protégé par une cloison, enfermé dans un vase, au milieu des flots de la vie de tous. La duchesse pouvait déjeuner devant la Méditerranée à l'époque de carnaval, mais dans la villa de madame de Guise, où la reine de la société parisienne n'était plus, dans sa robe de piqué blanc, au milieu de nombreuses princesses, qu'une invitée pareille aux autres,
et par là plus émouvante encore pour moi, plus elle-même d'être renouvelée, comme une étoile de la danse qui, dans la fantaisie d'un pas, vient prendre successivement la place de chacune des ballerines ses sœurs. Elle pouvait regarder des ombres chinoises, mais à une soirée de la princesse de Parme. Écouter la tragédie ou l'opéra, mais dans la baignoire de la princesse de Guermantes. Comme nous localisons dans le corps d'une personne toutes les possibilités de sa vie, le souvenir des êtres qu'elle connaît et qu'elle vient de quitter ou s'en va rejoindre, si ayant appris par Françoise que Madame de Guermantes irait à pied déjeuner chez la princesse de Parme, je la voyais vers midi descendre de chez elle, en sa robe de satin chair au-dessus de laquelle son visage était de la même nuance, comme un nuage au soleil couchant, c'étaient tous les plaisirs du faubourg Saint-Germain que je voyais tenir devant moi, sous ce petit volume, comme une coquille, entre ces valves glacées de nacre rose.